Les services de sécurité israéliens ont lancé un avertissement sévère au Hamas, déclarant que l'opération à Gaza sera élargie, qu'il y aura un appel important des réservistes, ce qui signifie que davantage de soldats rejoindront le combat. Cette déclaration fait suite au rejet par Israël d'une proposition ridicule du Hamas, qui proposait un cessez-le-feu de 5 ans en échange de la libération de tous les otages israéliens. Les responsables israéliens ont rejeté les rapports des médias étrangers faisant état d'une percée dans les négociations, une source impliquée dans les détails ayant indiqué que la question du démantèlement des armes du Hamas était toujours au cœur du différend. En parlant de diplomatie, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a participé cette semaine à un forum de politique internationale et a évoqué la question des otages et les pourparlers avec l'Iran, déclarant que le retour des otages était notre premier objectif et ajoutant que le Hamas n'avait pas d'avenir dans la bande de Gaza. En ce qui concerne l'Iran, il a ajouté que le président avait été très clair sur le fait qu'il n'y aurait jamais de possibilité d'armement nucléaire. Entre-temps, le gouvernement israélien a informé le président Trump et les médiateurs du Caire qu'ils mettaient en place un plan pour l'entrée de l'aide par le mécanisme qui garantira qu'elle n'atteindra pas les terroristes du Hamas ou qu'elle ne passera pas sous le contrôle du Hamas lors de sa distribution. À bien d'autres égards, Jérusalem se prépare maintenant à accroître la pression sur l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Par exemple, Tsahal a utilisé pour la première fois la roquette bar contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Selon l'armée, il s'agit d'un système doté d'un mécanisme de navigation adapté aux environnements de combat difficiles. Dans le même ordre d'idées, le terroriste qui commandait le raid sur Koussoufim, une communauté israélienne, le 7 octobre, a été éliminé avec un autre terroriste au cours des dernières 24 heures. Dans le même temps, les forces de défense israéliennes nettoient des zones dans le nord de la bande de Gaza afin d'exposer les puits de tunnels et les ouvertures qui mènent au réseau souterrain du Hamas, où ce dernier continue de cacher ses agents. Israël a également éliminé 2 agents du Hamas chargés de transférer des fonds à l'organisation, portant ainsi un nouveau coup à sa situation économique et à son infrastructure déjà en ruine. Dans l'arène nord, Tsahal a diffusé mercredi des images d'une frappe récente sur un dépôt d'armes du Hezbollah dans le quartier de Dashia, dans le sud de Beyrouth. L'armée nationale libanaise a également rasé des centaines de sites du Hezbollah après que le groupe terroriste soutenu par l'Iran a tenté d'empêcher une enquête sur ces frappes. En Syrie, des affrontements ont eu lieu cette semaine, faisant 5 morts et 2 fois plus de blessés. Les affrontements ont éclaté entre les partisans du régime Al-Joulani et les habitants druzes du village de Jarmana, dans la banlieue de Damas. Nous vous raconterons comment tout a commencé avec la publication d'un clip audio par un druze dans lequel il appelle à manquer de respect au prophète musulman Mahomet. Par ailleurs, Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous emmènera dans les coulisses et nous révélera tout sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, y compris les documents économiques que l'Iran tente de présenter afin d'inciter le président Trump à conclure un accord. Dans le contexte des négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire, les responsables iraniens ont mis en avant le potentiel économique d'un accord, notamment la possibilité d'investir dans le secteur nucléaire iranien pour obtenir de meilleures conditions. Cependant, l'économie iranienne est en très mauvais état et les mauvaises nouvelles ne cessent d'affluer. Mardi, des informations ont fait état d'une nouvelle explosion mystérieuse dans une usine liée au régime islamique. Sur le plan diplomatique, la Cour pénale internationale de La Haye a fait une annonce spectaculaire cette semaine. La CPI a interdit la publication de nouveaux mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens dans une ordonnance rendue ce mois-ci à huis clos. Les juges ont indiqué au procureur Karim Khan qu'il ne pouvait plus faire de déclarations publiques faisant référence à l'existence de ces demandes de mandats d'arrêt ou à son intention de les demander. Nous vous donnerons plus de détails dans quelques minutes. Cette semaine, la campagne de la marine américaine contre les Houthis au Yémen a été marquée par la perte d'un avion de chasse FA-18E qui s'est écrasé sur le flanc du porte-avions Harry S. Truman après que le navire a effectué un virage serré pour éviter d'être touché par les missiles des Houthis. L'avion a coûté environ 60 millions de dollars et le véhicule de remorquage qui était utilisé pour le déplacer sur le pont
a également été perdu dans cet incident. Cet incident s'ajoute à plusieurs autres avions américains perdus au cours de la campagne contre les terroristes Houthis au Yémen. La guerre, c'est l'enfer et c'est aussi très coûteux, mais il est encore plus coûteux de laisser l'agression et le terrorisme se dérouler sans réagir. En parlant de terrorisme, les Houthis ont recommencé à recruter des enfants pour combattre et ont rouvert ce mois-ci les camps d'été destinés à laver le cerveau de la jeune génération yéménite. Même les frappes aériennes américaines ne les ont pas arrêtés. Au contraire, selon un haut responsable de la défense, ils exploitent les frappes pour faire avancer le récit de la résistance contre l'Amérique et contre Israël. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 572 de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent et reçoivent leurs ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait, afin de ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Au cours des dernières 24 heures, on a appris qu'en raison de l'impasse des négociations sur la prise d'otages, Israël a décidé de passer à la vitesse supérieure et de mettre à exécution la menace qui avait été mise sur la table. Les principaux ministres ont exigé que les plans d'expansion des activités dans la bande de Gaza soient immédiatement soumis à l'approbation du cabinet, mais cela a été retardé parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz voulaient épuiser les négociations tant qu'un accord sur les otages était encore possible. Cependant, tôt mardi matin, une source politique a déclaré que Netanyahou avait rejeté la proposition des dirigeants du Hamas d'une pause de 5 ans en échange du retour de tous les otages. Jérusalem a exclu la possibilité que cette proposition soit mise en œuvre et a même déclaré qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'autres propositions réalistes susceptibles de ramener les otages chez eux. Dans ces conditions, la seule voie à suivre est celle des combats intenses. Cela nécessite l'appel d'urgence de milliers de soldats et selon les derniers scénarios évoqués lors des discussions précédentes, il s'agira d'au moins plusieurs divisions qui opéreront à l'intérieur de Gaza, y compris la prise de vastes zones de la bande de Gaza comme levier pour amener le Hamas à faire preuve de flexibilité. Dans le même ordre d'idées, Tsahal a procédé cette semaine à la première utilisation opérationnelle de la roquette Bar produite par Elbit Systems en Israël contre des cibles terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Selon les Tsahal, il s'agit d'un système doté d'un mécanisme de navigation adapté aux environnements de combat difficiles et capable d'atteindre la cible en très peu de temps. Les forces qui utilisent la roquette sont des soldats de l'artillerie de la brigade sous la division qui opère dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre de l'épée de fer. Après une activité intense dans les différents secteurs, elle se concentre désormais sur Gaza. Ainsi, les forces ont tiré plus de 5000 obus sur des cibles terroristes dans le corridor Morag, qui coupe la partie sud de Gaza entre Rafah et Khan Younes, deux villes palestiniennes, tout en apportant un soutien étroit aux forces de manœuvre. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne utilise également d'autres outils pour réduire les risques encourus par les soldats et accroître l'efficacité des opérations. L'un de ces outils est un vieux TTB usé qui est rempli d'explosifs et conduit dans une zone à l'aide d'un système de guidage télécommandé. Une fois en position, les explosifs détonnent, débarrassant la zone des mines, des engins explosifs improvisés et d'autres éléments dangereux afin que les forces terrestres puissent y pénétrer en toute sécurité. Cet outil a été utilisé avec une grande efficacité dans cette guerre et il a également été utilisé au Liban pour déminer les champs de mines du Hezbollah et d'autres dangers du champ de bataille. En parlant de danger, plusieurs terroristes du Hamas et du Front populaire de libération de la Palestine ont été éliminés par les tirs de l'armée israélienne cette semaine. Pour commencer, il a été annoncé au cours des dernières 24 heures que le jeudi 24 avril, les forces de Tsahal ont éliminé Ali Nidal Hasni Sarafti, un agent clé de l'organisation terroriste palestinienne, au cours d'opérations de ratissage dans la ville de Gaza.
Par ailleurs, Saïd Hamid, Saïd Abu Hasnin, un terroriste de la force Nourba dans le bataillon Dir el-Balak du Hamas, qui a mené et dirigé le raid sur le kibboutz Kisufim le 7 octobre 2023, a également été éliminé. Mustafa Youssef el-Baded Matouk, ancien chef des opérations du bataillon Jabalia du Hamas, qui a mené des projets terroristes contre les forces de Tsahal dans la bande de Gaza, a également été éliminé. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements, des combats dans la bande de Gaza à la frontière nord et aux attaques en provenance du Yémen. Et comme toujours, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube TBN francophone et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez faire un don sur notre site web tbnfr.org ou bien sous cette vidéo en cliquant sur Donate Now. Récemment, le Hamas a publié plusieurs vidéos au contenu similaire où l'on voit des terroristes tendre des embuscades aux forces de Tsahal en sortant des puits de tunnels, en se fondant dans la masse et en tirant sur les forces présentes dans la zone. Tsahal a décidé de répondre par une solution originale. Nettoyer et mettre à nu toutes les zones agricoles adjacentes à la clôture frontalière afin d'assainir l'espace et d'empêcher les terroristes du Hamas de s'abriter. La méthode de l'opération, qui a débuté ces derniers jours, est la suivante. Brûler les zones agricoles au nord de la bande de Gaza et localiser les puits de tunnels, les explosifs et même les terroristes dans la zone exposée. Il s'agit d'une vaste zone de milliers de dunams, de milliers d'acres, et l'objectif est de scanner la zone et, entre autres, d'utiliser des drones de surveillance afin de détecter toute activité suspecte. Au cours de l'opération, plusieurs puits de tunnels ont déjà été localisés. Dans l'un d'entre eux, des armes et du matériel de renseignement ont été découverts. Une source de Tsahal a déclaré que le but de l'action, entre autres, est d'assurer la sécurité des résidents de l'enveloppe, les communautés israéliennes autour de la bande de Gaza, en nettoyant les zones qui sont cachées le long de la frontière. L'opération a débuté après plusieurs rencontres difficiles la semaine dernière dans la bande de Gaza et au cours du premier mois de l'opération Oz Vaherev, Force et Épée, qui a commencé après l'effondrement du cessez-le-feu et le refus par le Hamas des grandes lignes présentées par Israël. Aucune rencontre significative ni aucun combat face à face entre les forces et les terroristes n'ont été enregistrés. Mais ces derniers jours, plusieurs rencontres ont eu lieu et ont fait des victimes parmi les troupes de Tsahal. Sur ce point, une source israélienne au fait des négociations a déclaré mardi matin que le différend entre Israël et le Hamas sur les conditions de la fin de la guerre porte précisément sur le désarmement du Hamas en tant que force militaire au pouvoir dans la bande de Gaza. Israël exige que l'aile militaire du Hamas cesse complètement d'exister. Une autre source politique a affirmé que, contrairement aux rapports des médias étrangers faisant état d'une percée qui, selon elle, ne sont pas exactes, aucune avancée n'a été réalisée jusqu'à présent. Les sources ont précisé que les pourparlers portent sur une nouvelle proposition égyptienne qui prévoit une pause de 6 mois dans la bande de Gaza en échange de la libération de la moitié des otages vivants détenus par le Hamas et de l'ouverture du poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Les sources ont souligné que la nouvelle proposition égyptienne est intervenue après qu'Israël a rejeté la proposition précédente à laquelle le Hamas avait donné son accord, qui comprenait un cessez-le-feu de 5 ans et cherchait une pause temporaire ou un accord partiel pour libérer tous les otages et mettre fin à cette guerre. Entre-temps, selon des sources du portail d'information saoudien Al Arabiya, un premier accord a été conclu pour la libération des otages au cours du mois de mai. Selon la dépêche, l'accord prévoit également la mise en place de 3 couloirs de sécurité qui permettront à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza sous la supervision des médiateurs. La source de la chaîne saoudienne a déclaré que les réunions entre les fonctionnaires égyptiens, les représentants du Hamas et les fonctionnaires israéliens devraient se poursuivre dans les jours à venir et, jusqu'à la publication du rapport, aucune réponse officielle n'a été reçue d'Israël ou du Hamas concernant ces rapports. Ainsi, à l'inverse, des sources israéliennes ont déclaré mardi qu'aucune nouvelle proposition n'avait été reçue. Donc, ici à TBN francophone, nous continuerons à diffuser et à rechercher la vérité et à la partager avec vous.
Alors, si vous voulez nous aider, cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe en Israël et comment prier pour la paix à Jérusalem. Nous passons maintenant à Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui nous présente les coulisses des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Dans le contexte des pourparlers avec les États-Unis concernant le programme nucléaire, de hauts responsables iraniens présentent le potentiel économique d'un accord, y compris la possibilité d'investir dans le secteur nucléaire iranien pour obtenir de meilleures conditions dans le cadre de cet accord. Un responsable iranien a déclaré qu'il s'agissait d'un bon moyen d'impliquer le président Trump dans l'accord. Qu'en dites-vous, Mati? Où en sont les négociations en cours entre les États-Unis, Israël et les Iraniens concernant la bombe iranienne? Où en est-on? Eh bien, nous pouvons dire que ces dernières semaines ont été tendues, dramatiques et rapides. Les négociations se poursuivent toujours pour tenter d'amener les Iraniens à un accord qui leur permette de ne plus chercher à se doter d'une capacité nucléaire militaire. Mais dans le même temps, l'option militaire reste sur la table, les États-Unis ayant accumulé un nombre incroyable de forces dans la région, tout cela dans le but d'amener l'Iran à prendre une décision ou de passer à une attaque totale contre les Iraniens. Le fait le plus marquant de la semaine écoulée a été le changement soudain d'attitude du régime iranien. Pendant longtemps, les Iraniens ont négocié sur les détails, le niveau d'uranium inerte, leur programme de missiles balistiques, leur rhétorique contre Israël, leur incitation à la violence, leur cercle de feu et leur guerre par procuration, etc. Aujourd'hui, ils changent de discours. Ils ont recentré leur message public sur la question financière. Ils présentent désormais par le biais de multiples canaux au gouvernement américain, au peuple américain et à la communauté internationale un ensemble d'incitations financières disant essentiellement « Écoutez, nous sommes un pays riche en actifs et en ressources naturelles, concluez un accord avec nous et nous ouvrirons nos portes à tout ce que nous avons dans ce pays pour commercer, donner, fournir, pour aider à renforcer la présence financière, militaire et géopolitique des États-Unis dans cette région. » Ce n'est pas du tout le même son de cloche que celui qu'ils ont joué jusqu'à présent. Ils ont été très combatifs jusqu'à présent. Ils ont été très argumentés jusqu'à présent. Ils se sont battus sur des points de détail et ont toujours demandé la levée des sanctions. Aujourd'hui, ils se présentent à la table avec quelque chose de différent et disent « Nous voulons vous donner quelque chose que vous voulez. Nous voulons vous donner une incitation financière. Nous voulons vous donner des droits miniers, des droits pétroliers, des droits gaziers, ce genre de choses. » Il s'agit d'une conversation très vague, mais qui s'inscrit parfaitement dans la ligne de conduite des États-Unis, qui parle du conflit entre l'Ukraine et la Russie et d'autres problèmes dans cette région. Il s'agit donc d'un changement d'idéologie très intéressant, d'un changement de rhétorique et de langage dans les négociations entre les États-Unis et les Iraniens. Dans le même temps, certains des sujets les plus importants entre les États-Unis et les Iraniens ont également changé. Jusqu'à il y a une semaine environ, les Iraniens ne voulaient pas renoncer à leur désir d'enrichir localement de l'uranium. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte de changement. Ils sont prêts à ce qu'un partenaire de la région, peut-être les Émirats arabes unis, se charge de les exporter ou de les vendre. Ou alors, la formulation est encore une fois très vague. Les aider à obtenir de l'uranium enrichi uniquement à un niveau permettant de produire de l'électricité et non de l'uranium enrichi pour la fabrication de bombes. Bien entendu, on peut se demander pourquoi un pays aussi riche en pétrole et en gaz naturel aurait besoin de construire une centrale nucléaire. Mais il s'agit là d'une toute autre question. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Iraniens sont revenus, ou sont en train de revenir, sur nombre de leurs affirmations initiales concernant leur volonté de continuer à enrichir de l'uranium en interne. Et bien sûr, le problème est que lorsque les États-Unis et la communauté internationale examinent la situation, dans notre esprit, Israël, les États-Unis, les pays européens qui font partie des entités de supervision de la prolifération nucléaire, tous se disent que si les Iraniens conservent les usines et les installations nécessaires à l'enrichissement de l'uranium, ils pourront toujours retourner à la recherche d'une bombe, et ce n'est pas ce que nous voulons. En fait, il existe plusieurs entités, et encore une fois, nous pourrons parler de tous les acronymes plus tard. Mais dans l'UE, il y a de nombreux pays qui ont participé au traité sur la prolifération nucléaire, qui ont fait partie des mécanismes de surveillance nucléaire, qui ont supervisé les Iraniens au fil des ans. Et c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent que nous ne pouvons pas nous contenter d'un accord écrit. Il faut quelque chose de plus. Il faut un mécanisme physique pour retirer l'uranium enrichi. Nous devons disposer d'un moyen physique de suivre ce que font les Iraniens. Le moyen qui a été mentionné à plusieurs reprises jusqu'à présent est d'avoir des images de vidéosurveillance provenant de ces installations. C'est un point qui a été discuté à maintes reprises. En même temps, les États-Unis semblent se rapprocher.
je ne veux pas dire se mettre d'accord, se rapprocher d'un point où, pour la première fois, nous parlons d'une véritable possibilité d'accord. Et la raison qui est derrière cela est que les Iraniens ont renoncé à toutes leurs revendications initiales. Ils parlent maintenant d'inciter financièrement les États-Unis à s'impliquer dans cette région. Ils reviennent lentement sur certaines de leurs revendications initiales concernant l'enrichissement de l'uranium au niveau local et interne, entre autres. Et puis, il y a un tout autre aspect. Il y a ce qui se passe en coulisses. Et en coulisses, si vous avez suivi l'actualité dans cette région, vous avez vu des images très explosives en provenance d'Iran. Il y a eu un événement incroyable, appelons-nous cela une attaque à la bombe ou des catastrophes naturelles. Appelons cela des catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans les ports iraniens ou des engins incroyables ou très probablement destinés à créer du carburant pour leur programme de fusées ont explosé de façon mystérieuse. Et personne n'en prend la responsabilité. Tout le monde dit qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, sauf les Iraniens qui, de manière très claire, disent « Nous pensons qu'Israël est derrière tout ça. Nous pensons qu'il s'agit d'un signal fort de la part du Mossad qui montre qu'il est toujours au courant de ce que nous faisons. Et nous n'aimons pas cela. Nous n'aimons pas ce qu'ils font. Nous n'aimons pas le fait qu'ils utilisent la force et le sabotage pour lutter contre nous. Israël est totalement silencieux sur ce sujet. Vous n'entendrez pas un seul mot à ce sujet. Mais cela laisse planer le doute sur ce qui s'est réellement passé ici. Je trouve cela fascinant. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'au moins une organisation clandestine soit à l'origine de certaines de ces explosions. Et cela met beaucoup de pression sur le gouvernement iranien. Sur le plan interne, il dit « Écoutez, cela s'est produit naturellement. Nous ne savons pas quelle en est la cause, etc. » Mais ils mènent une bataille de relations publiques à l'intérieur de leur pays. Il y a une pression interne incroyable pour parvenir à un accord sur la levée de certaines sanctions et ils font exactement pression pour cela. Et maintenant, nous parlons de la partie israélienne de tout cela. Les Iraniens veulent donc parvenir à un accord parce qu'ils veulent lever les sanctions. Ils veulent faire du commerce. Ils veulent vendre du pétrole. Ils veulent réintégrer la communauté internationale des pays qui commercent, discutent et ont un siège à la table des négociations. Et ils le veulent désespérément parce que les sanctions leur ont fait du tort sur le plan financier. Les sanctions leur ont porté préjudice. Les sanctions ont enlevé une partie du pouvoir, diminué le pouvoir du gouvernement de ce pays. Et ils veulent parvenir à un accord. Et ils sont bien conscients de l'option militaire américaine. Et quand on entend la rhétorique américaine sur ce sujet, il est très clair que l'Amérique n'a pas complètement renoncé à l'option militaire. Ils négocient en fonction d'un calendrier. Il ne s'agit pas d'une négociation illimitée. Il y a une semaine, le président Trump a déclaré que les Iraniens avaient 60 jours pour parvenir à un accord, faute de quoi ils passeraient à l'option militaire. Marco Rubio a déclaré l'autre jour que les négociations se passaient très bien, mais que l'option militaire était toujours d'actualité. Et tout cela nous amène à Israël. Israël ne veut pas d'un accord, pas dans le sens de ce qui se passe actuellement. Nous voulons nous assurer que les Iraniens ne disposent pas d'installations nucléaires, qu'ils n'ont pas d'uranium enrichi qui pourrait être utilisé pour fabriquer une bombe, qu'ils n'ont pas le mécanisme de missiles balistiques et la capacité de fabrication qui leur permettrait d'amener la bombe qu'ils souhaitent sur les côtes ou sur les terres d'Israël. Il s'agit là d'un problème majeur, car un accord qui n'implique pas totalement, un retrait total de toutes les capacités nucléaires iraniennes est un accord qu'Israël aurait beaucoup de mal à accepter. Nous avons été très clairs à ce sujet. Ces dernières semaines, le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense, Katz, ont tous deux déclaré, ainsi que plusieurs autres responsables du gouvernement, qu'un accord faible n'est pas quelque chose qu'Israël est prêt à accepter. Et nous prendrons des mesures. Ces mesures concernent-elles les explosions qui ont eu lieu en Iran? Peut-être. Entraînons-nous en permanence notre armée de l'air pour qu'elle bombarde bien l'Iran? Oui, nous le faisons. Des avis publics et des informations publiques ont été publiés à ce sujet. La presse israélienne a reçu des informations sur l'entraînement en cours au sein de l'armée de l'air israélienne en vue d'une attaque contre les Iraniens. Et il est toujours possible qu'une installation nucléaire iranienne soit frappée soudainement au milieu de la nuit par des avions de l'armée de l'air israélienne. Les Américains seront-ils également concernés? C'est une grande inconnue dans cette équation, car il semble que nous soyons au point où tout se met en place, où tout va dans un sens ou dans l'autre, soit un accord, soit des opérations militaires à grande échelle en Iran. Seules les 2 prochaines semaines nous diront où nous allons. Mon sentiment, mon pari, est que nous nous rapprochons d'un accord. Ce ne sera peut-être pas un accord parfait, ou certainement pas un accord parfait, mais il est très probable que nous n'emprunterons pas la voie militaire, à moins que quelqu'un à Téhéran ou dans la région ne commette une grave erreur et ne mette le feu à ce baril de pression sur lequel nous sommes assis. Et alors, tous les paris seront ouverts. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de suivre tout ce que nous rapportons sur ce sujet, car les choses évoluent rapidement dans cette partie du monde. Je vous redonne la parole, Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati Shoshani, pour toutes ces informations et pour nous avoir éclairés.
Nous allons maintenant passer aux autres développements dans cette région, en commençant par un regard sur la situation dans l'arène septentrionale. Mais d'abord, je voudrais vous inviter une fois de plus à rejoindre l'équipe et à nous aider à diffuser la vérité sur ce qui se passe en Israël en vous abonnant à TBN francophone et en nous cherchant sur les plateformes de réseaux sociaux. Continuez aussi de prier pour notre situation financière à TBN francophone, car nous existons que grâce à vos dons. Commençons par la situation au Liban. Dimanche soir, Tsahal a frappé un bâtiment dans le quartier de Dahia à Beyrouth. Le bureau du porte-parole de Tsahal a ensuite annoncé que l'armée de l'air avait détruit un site d'infrastructure dans lequel le Hezbollah stockait des missiles guidés avec précision. Au cours du mois dernier, Tsahal a frappé plus de 50 cibles terroristes au Liban. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que les frappes avaient été effectuées après des violations des accords entre Israël et le Liban qui constituaient une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens. Il est donc très important de souligner que le porte-parole de Tsahal en langue arabe, le colonel Avishai Aderi, a lancé un avertissement urgent aux habitants du quartier de Dahia au Liban avant la frappe, en déclarant dans un message posté que toute personne se trouvant dans le bâtiment marqué en rouge, comme indiqué sur la carte, et dans les bâtiments adjacents du quartier d'El Hadat, se trouve à proximité d'installations du Hezbollah. Pour votre sécurité et celle de vos familles, vous devez évacuer ces bâtiments immédiatement et rester à au moins 300 mètres d'eux. Après cet avertissement, Tsahal a frappé le bâtiment avec des missiles tirés depuis un avion. Des images en provenance du Liban ont montré des civils libanais anticipant les frappes. Des reportages au Liban ont également fait état de 2 frappes d'avertissement dans le Daïa qui ont précédé l'attaque sur le bâtiment lui-même, ainsi que d'images de drones de l'armée de l'air au-dessus de Beyrouth et d'armes légères tirées par des agents du Hezbollah dans le but de chasser d'autres civils de cette zone. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement dans l'arène du Nord et comme toujours, nous vous demandons de nous aider à répandre la vérité avec plus de gens dans le monde entier en vous abonnant à la chaîne YouTube de TBN francophone. Nous vous remercions de votre attention. Nous allons maintenant nous concentrer sur la menace que représentent les Houthis au Yémen. Cette semaine, nous avons reçu de mauvaises nouvelles à ce sujet. Le Pentagone a annoncé lundi que le porte-avions Harry S. Truman avait pris des mesures d'évitement pour éviter d'être touché par un missile Houthi au cours des derniers jours. À la suite de cette manœuvre, un avion de chasse FA-18E d'une valeur de 60 millions de dollars a été perdu par-dessus bord, ainsi qu'un véhicule qui servait à le remorquer jusqu'à ce qu'il soit garé en toute sécurité sur le pont. Un marin a également été légèrement blessé lors de cet incident. Le communiqué de la marine reconnaît la perte de l'avion, mais souligne que le porte-avions et les navires de guerre qui l'escortent restent pleinement capables de remplir leur mission. CNN a noté que, bien que les porte-avions américains soient les plus grands au monde, avec leurs 330 mètres de long et leurs 100 000 tonnes, ils peuvent encore se déplacer à une vitesse relativement élevée en cas de besoin. Le Truman et les autres porte-avions de la classe Nimitz, propulsés par 2 réacteurs nucléaires, peuvent atteindre une vitesse de 54 km/h. Une fois de plus, ce jet a coûté une soixantaine de millions de dollars au Pentagone, et le tracteur qui l'a accompagné au fond de la mer Rouge a également coûté de l'argent. À cela s'ajoutent les 7 drones Reaper MQ-9 que les Houthis ont abattus ces derniers jours, chacun d'entre eux coûtant 30 millions de dollars. En décembre dernier, un autre F-18 du Truman a été accidentellement abattu par un autre navire de guerre américain naviguant en mer Rouge. À cette occasion, les 2 membres d'équipage se sont éjectés et ont été sauvés. En février de cette année, le Truman est entré en collision avec un navire marchand dans les eaux encombrées de la mer Rouge. Mais cet incident n'a pas fait de victimes et n'a pas causé de dommages graves. Et pour répéter ce que je viens de dire en introduction, la guerre est un enfer et elle coûte très cher, mais il est encore plus coûteux de laisser l'agression et le terrorisme se dérouler sans réagir. Quoi qu'il en soit, les Houthis ont juré de poursuivre leurs attaques contre les navires en mer Rouge, malgré la campagne de bombardement menée par les États-Unis contre eux qui dure depuis 1 mois et demi. Selon le Pentagone, 800 cibles stratégiques ont déjà été touchées du côté des Houthis.
Il s'agit notamment de la plupart des commandants de terrain formés et expérimentés des Houthis, ainsi que des plateformes d'armes stratégiques. Toutefois, les Houthis affirment que l'une des récentes frappes américaines a touché une prison accueillant des migrants africains, ce qui a fait des dizaines de morts. L'Iran, qui soutient les armes des Houthis, a affirmé hier qu'il s'agissait d'un crime de guerre américain, mais Washington n'a pas encore confirmé ou infirmé ces affirmations. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et nous vous demandons de nous aider à diffuser la vérité et surtout de prier. Priez pour la paix de Jérusalem, cette ville qui se trouve juste derrière moi. Dieu nous a dit de prier. Mais faites en sorte que ce soit personnel. Lorsque vous priez, vous devez le faire personnellement pour les otages, pour un soldat de Tsahal, pour les alliés, pour l'armée américaine qui se bat dans cette guerre aux côtés d'Israël. Pour que nos dirigeants aient de la sagesse. Les amis, c'est très important. Personnellement, je peux vous dire que la prière fonctionne. Dieu écoute. Alors unissons-nous dans la prière pour la paix de Jérusalem. Et demandons à Dieu de nous aider à gagner cette guerre.